Alors, à sortie de classe ce soir, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Kounen. Ça va bien, Monsieur Kounen? Ça va bien, je vous remercie beaucoup. Donc là, vous êtes à Bruxelles présentement, c'est bien ça? Oui, je suis pas loin de Bruxelles. J'habite à Wallonie, en fait, mais à 60 km de Bruxelles. OK. Écoutez, Monsieur Kounen, moi, je vous ai écouté à quelques reprises là, à différents endroits. Il y a une vidéo qui passait sur Facebook à un moment donné qui disait que vous aviez aboli les notes dans votre classe. On va commencer par le tout début, là, parce que là, vous êtes un enseignant et si ma mémoire est bonne, si mes informations sont exactes, vous prenez votre retraite bientôt, là. Et non, je l'ai prise. Je suis pensionné, retraité depuis le 1er juillet. Okay. Donc, ça fait 1 an que j'ai quitté mes élèves, puisque la Belgique était confinée le 14 mars 2020. Nous aussi, d'ailleurs. Oui, voilà, et je ne les ai plus jamais vus qu'en vidéo jusqu'au 30 juin. Et puis après, voilà, c'était la pension, terminée. Et comment vous avez vécu ça, votre dernière année, avec des élèves à distance comme ça? Bon, c'était une découverte. Je ne me réjouis pas du tout de l'avoir vécu, hein, parce que je préférais les avoir en direct devant moi. Mais c'était quand même une expérience, parce que comme je suis aussi président de la Ligue des droits de l'enfant, je défends tous les enfants en communauté française de Belgique. Se rendre compte de la difficulté de l'enseignement via Internet, hein, pour de nombreux élèves. Pourtant, mes élèves n'étaient pas vraiment des élèves particulièrement précarisés, quoi qu'il y en avait quand même, hein, dans des familles précarisées, et se rendre compte de la difficulté qu'ils ont eu pendant quelques mois seulement de suivre des cours à distance. Eh bien, ça m'a quand même pas mal ouvert les yeux, et ça m'a permis aussi de porter le combat cette année-ci pour tous les autres élèves qui, eux, sont en décrochage scolaire. Hein. Chez nous, en Belgique, c'est dramatique. Hein. Au niveau de la santé mentale, les jeunes sont vraiment très, très touchés. Et on parle de 50% de décrochage scolaire, ce qui est énorme. Oui. C'est quelque chose. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Et qu'est-ce que vous avez pendant le peu de temps, ça a paru très long quand même, quand vous avez été à distance avec vos élèves, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile? Ben, d'avoir tous les élèves. Je devais courir après, hein, tous les élèves n'étaient pas présents. Alors, je téléphonais aux parents parce que j'ai toujours un lien avec les parents. Donc, la première chose que j'ai toujours fait quand j'avais une classe, c'était donner mon numéro de téléphone aux parents. Parce que je préfère qu'on parle directement le jour même des difficultés que les parents rencontrent ou qu'un enfant rencontre, plutôt que d'attendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois parfois, pour que ça apparaisse. Et donc, sur WhatsApp, on communiquait beaucoup. Et donc, je prenais mon téléphone, je téléphonais aux parents en disant, voilà, tiens, votre enfant n'était pas présent, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les difficultés, comment est-ce qu'on peut arranger ça? Donc, c'était vraiment, je devais courir 2 ou 3 fois par semaine après des élèves. Alors, les parents, évidemment, disaient toujours, oui, mais ça va venir, ils vont venir, ils vont pouvoir suivre, mais c'est très compliqué. J'avais des élèves qui n'avaient qu'un GSM. Et donc, il n'y a pas d'ordinateur à la maison, pas de connexion Internet suffisante. Et donc, moi, petit instituteur, je ne savais pas faire grand-chose pour eux. Et donc, on essayait de travailler via les GSM, voilà, et donc, via les ordinateurs quand il y en avait. Et encore, dans certaines familles, il y avait un ordinateur pour tout le monde. Les parents étaient en télétravail et le gamin devait faire des visioconférences. Et j'essaie d'imiter à 2 heures par jour parce que c'était trop compliqué pour eux. Oui, parce que clairement, les parents ben, tu sais, en fait, je pense que tout le monde en a eu pour son rhume, là, avec cette affaire-là, là, parce que les parents, il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, et puis là, vous me dites, les problèmes que vous avez rencontrés, on les a rencontrés ici aussi, là. Internet, pas d'appareil pour tout le monde. Là, nous autres, quand on a des élèves au secondaire puis des élèves au primaire, des fois les rencontres arrivaient en même temps. On privilégie qui là, ça commence à être intense. Donc, vous avez vécu exactement la même chose qu'ici. Là. Absolument, oui, absolument. Monsieur Kounen, vous parlez énormément d'école inclusive. Oui. C'est quoi pour vous une école inclusive? Alors, l'école inclusive, pour moi, c'est l'école pour tous et pour chacun. C'est la définition de l'UNESCO.
Et donc, c'est vraiment une école qui accueille tous les enfants, quelles que soient les différences, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient de genre, qu'elles soient de préférence sexuelle. Et donc, tous les enfants vont à l'école du quartier, l'école du village, leur école, leur tissu social. Chez nous, nous avons deux types d'enseignement. En Belgique, on a un enseignement ordinaire et un enseignement spécialisé pour les enfants ayant une déficience intellectuelle ou physique. Nous aussi. Eh bien, l'école inclusive, c'est une école qui prend tous les enfants, une école qui se spécialise, c'est-à-dire une école ordinaire qui se spécialise grâce avec l'aide de spécialistes qui se trouvent dans cet enseignement spécialisé, justement. Et donc, c'est vraiment différencier les apprentissages, ne pas viser les mêmes attendus pour tout le monde. C'est clair qu'un enfant qui a une déficience intellectuelle n'aura pas son diplôme de fin d'études, hein, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est la socialisation, c'est l'apprentissage du vivre ensemble. Quand on apprend à vivre avec la différence à l'école, eh bien, on construira une société plus inclusive par après, où tout le monde aura vraiment sa place. C'est vraiment ce que je pense, quoi, que l'école est là pour construire la société de demain et la société qui accueille tout le monde. Voilà. Donc, c'est ça, une école inclusive. Pour moi, c'est vraiment un seul type d'école qui accueille tout le monde. Et vous avez, je pense, un peu réussi à faire ce genre de modèle-là dans votre classe? Ma classe était inclusive, oui, mais il a fallu des années. Enfin, on ne devient pas inclusif comme ça. Hein. C'est pas se déclarer inclusif, il ne suffit pas de l'être pour l'être. Et donc, il y a clairement les aménagements universels qui doivent être mis en place, et plus progressivement les aménagements raisonnables, selon les difficultés des enfants qui se présentent. Un enfant avec une dyslexie, par exemple, on va mettre des choses en place pour lui permettre de suivre plus facilement. Alors, ce que j'ai fait, c'est étendre ces aménagements raisonnables à tous. Mais Monsieur Kounen, pratico-pratique, ça ressemble à quoi là, je veux dire, vous pouvez pas, là, faites attention à ce que je vais dire là, parce que je suis pas rentré dans votre classe, là, puis j'ai aucune idée de comment ça se passait, mais vous deviez avoir des services avec vous, vous deviez avoir des gens pour vous aider là. Je n'ai eu personne. Hein. Non, je n'ai pas. J'ai un enfant qui était sourd. Là, pour cet enfant-là, j'ai eu un service qui m'a accompagné. Cet enfant était appareillé, donc on communiquait via micro FM, mais c'est pas parce que je parlais dans un micro qu'il me comprenait bien, parce que lui, c'était des chuchotements qu'il entendait. Et comme il avait l'habitude de temps en temps de couper son micro FM pour que je lui foute la paix, je ne me rendais pas toujours compte de ce qui se passait. Et c'est grâce à ce service-là que j'ai pu un peu voir comment lui suivait et comment les difficultés qu'il rencontrait, ne fût-ce que la façon dont je parlais, peut-être trop rapidement, ne répétant pas assez. Il m'a aidé beaucoup, hein, cet enfant-là, puisque j'ai appris à répéter pour lui. Et cette habitude, je l'ai gardée, parce que j'ai mes élèves 2 ans. Et au bout de 2 ans, quand on a pris un pli, je vous assure, on le garde. Ouais. Et donc, oui, j'ai un service pour m'aider. Ça se passait tellement bien dans ma classe que le service a préféré venir de moins en moins, puisque ils avaient beaucoup d'enfants à suivre, et donc ils privilégiaient des enfants où l'intégration se passait beaucoup moins bien. Et donc, sinon, pour les enfants avec à besoins spécifiques, des enfants qui ont des troubles spécifiques du comportement, j'étais assez grande pour lire des bouquins que pour chercher des informations sur Internet, pour voir comment mettre les aménagements en place. J'ai bien sûr eu l'aide des logopèdes qui suivent ces enfants. Chaque fois que j'avais un enfant avec une dyslexie, une dyscalculie, une dyspraxie, par exemple, je prenais contact avec les logopèdes. En général, ça se faisait 1 fois par an. De façon à voir quels étaient les aménagements raisonnables qui allaient vraiment être pertinents pour cet enfant-là, parce que tous les enfants avec une dyslexie n'ont pas besoin des mêmes aménagements raisonnables. Ça doit s'adapter au cas par cas. Hein, et donc, c'était important que j'ai l'avis des spécialistes, des gens qui s'y connaissent, évidemment. Mais souvent, ils me disaient, mais avec tout ce que vous mettez déjà en place, je sais pas très bien quoi vous dire de mettre en plus. Et donc, mais parce que tout simplement, une fois qu'on met des aménagements raisonnables, on les met pour l'enfant en classe, mais on les met aussi pour les autres. Il y a d'autres enfants qui ont des difficultés pour écrire, ils ont droit aux mêmes aménagements raisonnables, même s'ils ne sont pas détectés avec une dyslexie, une dyscalculie
ou une dysphasie ou une dyspraxie. Et donc, à partir du moment où on les permet pour tous, ils restent dans la classe, ça devient une habitude. Je veux dire, tous les 2 ans, je change de classe, mais l'année suivante, je reprends, je dis voilà, les règles, c'est ça. Ben, pour ceux qui ont des difficultés en apprentissage, voilà les règles. Pour ceux qui ont des difficultés en dyscalculie, ben, vous avez tous droit à une calculette. Tout le monde a sa calculette et on l'utilise en fonction de ses propres besoins. Hein, et est évident que certains apprentissages, on ne prendra pas la calculette parce que l'addition écrite, ben voilà, la calculette va pas servir à grand chose. Par contre, pour faire des problèmes, pour trouver des solutions un peu plus complexes, dont le résultat n'est pas savoir simplement faire une addition écrite, donc on prend la calculette. Hein, ça nous fait déjà gagner du temps dans les apprentissages. Et donc, dans la classe, tout ça était mis en place. En plus, j'avais quand j'ai arrêté le redoublement, on en parlera peut-être plus tard, j'avais cherché à mettre des pratiques pédagogiques adaptées, un peu plus, un peu plus passionnantes que l'apprentissage frontal, comme j'avais appris à l'école normale il y a 40 ans. Et donc, j'étais tombé sur un livre, d'ailleurs une édition québécoise, La Chenalière, qui expliquait ce que c'était que la pédagogie de la coopération. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis branché sur la pédagogie de la coopération et j'ai fait ça pendant des années et des années. On travaillait en équipe de coopération, les gosses étaient en équipe hétérogène, donc dans les équipes, il y avait des enfants qui avaient des facilités dans telle et telle discipline, d'autres dans d'autres qui avaient des difficultés, mais ils se complétaient parce qu'en plus de l'équipe de coopération, le tutorat était obligatoire. C'est-à-dire que tout le monde avait droit à l'erreur. Donc, en fait, quand je corrige, je ne mets que des petits V avec un bic vert, pas un bic rouge. Hein, je mets que des V. Et là où il n'y a pas de V, c'est que c'est pas correct, pas encore correct. Donc, l'élève sait qu'il doit essayer de comprendre ses erreurs et d'y remédier. Mais il ne doit pas le faire tout seul. Il y a moi, mais je suis tout seul dans la classe. Oui. Si je dois aider tous ceux qui ont des difficultés, je ne vais pas y arriver. Et donc, comme j'expliquais aux parents d'élèves, quand il y a la première réunion de parents, je leur disais, d'ailleurs j'expliquais ça à mes élèves aussi, hein, je dis, dans notre classe, on n'est pas un professeur et 26 élèves. Nous sommes 27 professeurs, 27 enseignants. Et donc, il y a une obligation pour toutes et pour tous d'aider tout le monde. Et donc, le tutorat était une obligation. On était obligé de demander du tutorat quand j'étais pas disponible pour se faire aider. Et ça a beaucoup aidé ces enfants-là. Tout le monde progressait. Et donc, je parvenais au bout du temps, quand je corrigeais, à me rendre compte que la plupart, quasiment tous, hein, tout le temps, quasiment tous, les élèves avaient acquis suffisamment, en tout cas, que pour se dire, allez, c'est bon, on peut passer à la suite. Mais j'imagine que vous avez aussi passé du temps pour leur expliquer comment faire ce tutorat-là, parce que souvent l'élève, un jeune va dire, ben laisse faire, je vais le faire pour toi, ou parce qu'il faut quand même montrer à la personne à pêcher au lieu de lui donner le poisson. Là. Mais j'imagine que vous deviez prendre du temps en début d'année pour instaurer tout ce système-là. Là. Oui, c'est clair que l'école dans laquelle j'enseignais n'était pas une école à pédagogie active, c'était une école élitiste. Hein. J'étais un mouton noir ou plutôt un rebelle dans l'école. Et c'est clair, quand ils arrivaient dans ma classe, ils ne savaient pas ce que c'était qu'une pédagogie active, ils ne savaient pas ce que c'était le tutorat, il fallait tout expliquer. Donc, on faisait des jeux de rôle. Hein, chacun avait sa mission sur son petit papier, hein, soit voilà le tuteur, l'autre le tutoré. Et puis alors, il y en a un qui soufflait les réponses, et puis on discutait ensemble. Est-ce que c'est une bonne idée de souffler les réponses? Ah ben non, il n'a rien appris. Et donc, on se rendait compte qu'un tuteur, ben, finalement, ça donne pas les réponses. Ça explique comment arriver à la réponse. Et donc, ça dit oui, ça dit non. En fait, hein, ça explique. Et puis, il dit la réponse est correcte. Non, tu devrais peut-être la revoir. Recommence un peu ton calcul. Remonte ta table de 7, par exemple, et des choses comme ça. Et donc, on faisait des jeux de rôle. C'était passionnant, c'était très amusant parce qu'après, il y a un véritable débat. Et c'est aussi tout l'intérêt de la pédagogie institutionnelle, hein, de Fernand Houry. Hein, c'est les conseils de coopération où on peut discuter de tout ça et expliquer tout ça vraiment en famille, si on veut. Le professeur n'est plus professeur, il est dans le conseil comme tout le monde, même si au début, c'est le professeur qui coordonne le conseil, mais chacun a sa parole, et à bâton de parole, tout le monde s'exprimer sans jugement, et en acceptant, évidemment, qu'on se trompe, qu'on ait fait une erreur, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, mais que
la dynamique collective va faire qu'on pourra comprendre ce qu'on n'a pas fait de bien pour aller vers quelque chose de mieux. Vous deviez avoir, ben là, je parle de la deuxième année, parce que là, vous faisiez ce qu'on appelle du looping, en fait. Vous aviez vos élèves une année et vous les gardiez une autre année. C'est bien ça? C'est bien ça. C'est ça? J'imagine que la deuxième année, c'était un charme, là. Ici, les élèves. C'est un grand bonheur. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment du bonheur. J'ai discuté justement avec une maman d'un de mes anciens élèves sur WhatsApp il y a 3 jours. Et elle me dit, mais finalement, vous n'avez jamais travaillé. Vous avez toujours fait ce que vous aimiez. Et c'est vrai. Ben, c'est pas tout à fait vrai parce qu'au début, quand je suis sorti de l'école, chez nous, c'est l'école normale qui forme les instituteurs. C'était 2 ans de formation, c'est autant dire rien du tout, hein. Et donc, je suis arrivé sur le terrain sans savoir exactement comment on enseignait, mais je prétendais tout savoir, comme la plupart des enseignants, avant de me rendre compte que je ne savais rien. Et donc, là, c'était quand même pas facile parce que j'ai pratiqué le redoublement, j'ai fait comme tous les bons enseignants à l'époque, hein, mais je culpabilisais à mort, vraiment à mort. Et j'étais chef scout, c'est pour ça que j'avais choisi ce métier-là. J'étais chef louveteau, j'avais des enfants de 8 à 12 ans, et je m'étais dit, je vais consacrer ma vie à des enfants de cet âge-là, ce serait bien, soit éducateur, soit instituteur. Puis j'ai choisi instituteur. Mais je me rendais compte que le chef scout que j'étais, il voulait du bonheur pour les enfants. Et que l'instituteur que je suis devenu, il faisait du malheur à pas mal d'enfants. Il donnait des devoirs, ça les faisait vraiment, ça leur bouffait leur soirée, ils ne faisaient plus de sport, ils n'avaient plus le temps de regarder la télé. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Mais je me rendais compte que je ne parvenais pas du tout à rendre mes élèves heureux comme je rendais mes louveteaux heureux. Donc, c'est là que j'ai fait le choix de dire j'arrête ce cinéma-là. Je veux plus mettre des gosses en échec parce que je souffre sans doute autant, peut-être pas autant, mais enfin, je souffre énormément quand même. Donc, ces premières années ont été difficiles à ce niveau-là. Et c'est parce que j'ai arrêté le redoublement, j'ai arrêté l'échec scolaire, sans en parler à personne dans cette école-là, personne n'aurait compris d'ailleurs. Et donc, que j'ai commencé à prendre du bonheur. J'ai commencé à prendre du bonheur parce qu'il a fallu réinventer le monde. Il a fallu que je me forme dans un métier où on m'avait jamais formé. Et j'ai lu. Il n'y avait pas Internet, donc j'ai pris le bouquin. Hein, ça existe. Hein. J'ai cherché pédagogie active, j'ai lu Freinet, j'ai lu Houry, j'ai lu plein de choses. Et j'ai essayé de mettre des choses en place progressivement, petite étape par petite étape, pour arriver un jour à découvrir un bouquin de La Chenelière qui me parlait de la pédagogie de la coopération. Je dis, purée, mais c'est ça que je dois faire, c'est ça que je vais mettre en place. Et là, ça a été vraiment, ça a été, je pense, des années, vraiment des années de bonheur, mais tant pour moi que pour les élèves. Hein. Parce que finalement, c'est pour eux que j'ai mis ça en place. Un peu pour moi quand même, pour eux. Écoutez, on va en parler tout de suite. Vous avez décidé d'arrêter de faire redoubler les élèves. Puis ça m'intéresse énormément. Parce que nous, ici au Québec, quand un élève est en très grande difficulté, on va leur donner de l'orthopédagogie, des services et tout ça. Comment vous avez fait pour pallier ces... est-ce qu'il existe ce genre de service-là aussi en Belgique ou parce que là, faut s'entendre. Les élèves arrivent dans votre classe avec des difficultés. Prenons là un cas typique d'un élève qui, si on fait rien, il double. On s'entend là-dessus, là, on va redoubler. Comment avez-vous fait pour pallier au retard que cet élève-là avait sans passer plus de temps, sans faire trop d'overtime, si vous me permettez l'expression, parce qu'à un moment donné, il faut que vous palliez au manque de service. Comment vous y êtes pris? J'ai pris plus de temps. Quand j'ai décidé d'arrêter le redoublement, je n'avais aucune formation pour pallier à mon manque de compétences. Et donc, j'ai dit j'arrête, point à la ligne. Et donc, j'ai commencé par mettre les points. Donc, quand un gosse me ramenait sa feuille, je lui mettais plus, 9 sur 20, je mettais 11. Hein?
Donc, c'était une façon, je trichais finalement. Hein. Puis je me dis, ça marche pas, c'est pas possible, ces gosses sont toujours en difficulté, ça va pas. Et donc, je contactais les parents. À l'époque, j'avais 32 élèves. Hein. C'était au début des années 80. Des années 80 quand même. Et donc, il n'y avait pas d'orthopédagogue à l'époque. Ce mot, je ne l'ai jamais entendu. À l'école normale, l'orthopédagogie est arrivée bien longtemps après en Belgique. Et donc, je ne savais pas trouver de l'aide. En plus, dans l'école où j'étais, c'était quasiment un concours à celui qui mettait le plus de gosses en redoublement. Donc, et quand j'ai arrêté, ben voilà, je devais trouver des solutions. Donc, j'ai proposé aux parents de faire une étude gratuite le soir, individuelle, ou en 2-3 élèves. Ceux qui ont des difficultés, ben, ils restent 1 heure après les cours et je redonne 1 heure de cours. On a 3 ou 4, je fais de la remédiation, en fait, à 2 ou 3 élèves, ceux qui ont 4, 5, ceux qui ont des difficultés dans telle et telle branche. Et puis, ainsi, de soir en soir, on changeait les matières et les enfants restaient. Ça arrangeait très bien les parents, ils ne demandaient pas mieux, le professeur était volontaire. Hein, et il ne demandait rien en plus. Donc, moi, ça m'arrangeait parce que ça m'aidait dans mon métier, hein, de donner 7 heures ou ces 2 heures de plus le soir. De toute façon, beaucoup d'élèves restent à l'étude, donc autant qu'ils restent dans ma classe et qu'ils soient avec leur titulaire pour essayer de progresser. Et puis, c'est progressivement, je vous dis, avec les lectures que j'ai découvert ce que des pédagogues ont mis en place dans leur classe et qu'on a mis des choses en place en classe. Au départ, c'était permettre autoriser l'erreur, mais à moitié. Je me souviens, je barrais les réponses, je disais, allez, ceux qui parviennent à corriger leur place, de 28 points en plus. Donc j'avais commencé comme ça, quoi. C'était sans outils, vraiment, sans pédagogie, mais c'est simplement avec, je veux dire, par essai-erreur. Et j'arrivais déjà avec ce système-là à ne plus avoir d'élèves en échec et ne plus devoir ajouter des points. Donc, les enfants corrigeaient leurs erreurs, mais ils ne récupéraient qu'un demi-point. Je trouvais ça un peu, à un moment donné, je me dis, c'est idiot. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas un point complet? Parce qu'ils ont quand même la réponse. Oui. Mais il a fallu des années, tout ça, ça prend du temps. Hein? Et alors, un jour, je dis, ben voilà, c'est terminé. Maintenant, j'arrête le bic rouge, parce que ce bic rouge m'avait toujours énervé. Je trouve que c'est comme le feu rouge, interdit de passer. Quand on met du rouge sur une feuille, c'est vraiment dire interdit ici. Hein. Par contre, le bic vert, je trouve que c'est une autorisation. Donc, je n'écris qu'en vert. Et donc, je n'ai jamais plus que corrigé les bonnes réponses en disant, voilà, c'est juste, V. Maintenant, tu retournes à ta place et tu essaies de trouver des solutions et d'avoir de l'aide. Si moi, je ne peux pas te la donner parce que je m'occupe d'autres enfants aussi. Et donc, tu essaies de corriger tes erreurs. Et ils y arrivent. Et donc, voilà comment ça s'est mis en place tout doucement. Donc là, vous avez corrigé un élève, parce que, mettons que je suis dans votre classe, moi, comme élève, demain matin, là, comment ça se vit, ça? Parce que là, vous me corrigez, ce que je vois sur ma feuille. Bon, mettons que je suis un élève en très grande difficulté, là. Je vais vous donner un petit peu de misère ce midi, là. Je suis en très grande difficulté. Vous avez pas mis beaucoup de verre sur ma feuille. Je retourne à ma place. Je suis quand même un peu découragé, là. J'ai besoin d'amis, moi, là, pour m'en sortir. Exactement. Donc, en fait, les élèves ne sont pas découragés. C'est normal, l'erreur. Au début, quand ils découvrent, effectivement, qu'ils n'ont au début de la 3e année, hein, quand ils découvrent qu'ils n'ont que 2 ou 3 bonnes réponses sur, je sais pas, sur 10 ou sur 20, là, clairement, ils sont mous. Au fur et à mesure que le tutorat se met en place, ça devient naturel et ça ne pose aucun problème. Et le tutorat, c'est quelque chose quand même de magique. Hein. Ça permet aux enfants d'avoir une explication, expliquer autrement avec des mots d'enfant pour un enfant. On sait que le tutorat en plus bénéficie plus au tuteur qu'au tutoré. Donc le tuteur, lui, il peut asseoir ses savoirs, il les retravaille, il les assied, il sait les expliquer. Mais le tutoré, il gagne quand même beaucoup. Hein. Et donc sans le tutorat, il n'y serait pas arrivé. Donc, dans ma classe, il n'y a pas 1 heure de cours qui se passe sans que dans les équipes, il y ait du tutorat. Ça n'existe pas. Même quand ils ont compris, même quand ils ont 8 bonnes réponses sur 10, ils doivent corriger les 2 dernières, mais ils veulent y arriver. Et donc, ils vont chercher un tuteur. Alors que souvent, ils n'auront qu'à refaire le calcul dans leur tête, parce que 8 sur 10, je vais vous dire, ils ont compris, en gros. Hein. Et donc, mais néanmoins, ils ont envie. Et donc, ils vont chercher un tuteur pour être sûr que ces 2 réponses-là, eh bien, ils vont les avoir compris correctement.
Et donc, il y a plus de déception, j'ai plus d'enfants qui pleurent, j'ai ce que j'avais avant quand je mettais des points. Et donc, ici, c'est plus le cas. Hein, on se retourne à sa place, on a le temps. Et il peut y avoir du tutorat plusieurs fois, parce que, imaginons qu'il n'ait que 2 bonnes réponses sur une dizaine sur 10, on va dire, comme ça, les gens comprennent mieux. Hein, ils retournent à leur place, ils corrigent, et reviennent, ben, ils en ont jamais que 3 de plus de bonnes, donc 5 bonnes sur 10. Mais ils peuvent retourner encore. Tant que le cours n'est pas terminé, ils retournent à leur place et ils redemandent un deuxième tuteur pour peut-être comprendre un peu mieux et progresser ainsi. Donc, il y a énormément de collaboration dans votre classe. C'est uniquement de ça, là. C'est de la coopération, c'est vraiment ça. Tout à fait. Sur le site de la Ligue des droits de l'enfant, parce que vous êtes président, je pense, c'est écrit que l'échec scolaire est une maltraitance. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, l'échec scolaire, ce n'est pas que le redoublement. L'échec scolaire, c'est, voilà, on vient d'en parler, il y a un gosse qui est en échec dans une matière. Si on ne lui donne pas le droit à l'erreur, il va rester en échec. Et donc, il va être en souffrance. Quand j'avais des élèves, quand je mettais des points, quand je mettais des mauvais points, même parfois des bons points, je mettais 6 sur 10 à un élève qui d'habitude avait 10 sur 10, ben il pleurait. Hein. Et donc, il était en réelle souffrance. Et donc, la souffrance, je l'ai vue beaucoup. Et le redoublement est, je veux dire, la maltraitance ultime. On sait que le redoublement, d'abord, moi, quand j'arrêtais le redoublement, je m'étais rendu compte que ça servait à rien. Je voyais bien que les élèves que j'avais fait redoubler, ben, ils restaient dans l'école, chez un collègue ou chez une collègue, et ils s'en sortaient pas finalement beaucoup mieux. Au bout d'1 an, ils avaient quand même toujours les mêmes difficultés. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je me dis, ben, ça sert à rien que je les ai fait redoubler. Autant qu'ils passent l'année suivante, inutile de les mettre en échec. Évidemment, entre-temps, j'ai quand même eu pas mal d'études sur le redoublement. Il y en a eu des paquets, plusieurs centaines qui ont été faites et qui vont toutes dans le même sens. Le redoublement est inefficace. Non seulement est-il inefficace, mais il est contre-productif. Hein, il donne le sentiment d'incompétence acquis et donc les élèves démissionnent simplement parce qu'ils redoublent. Et donc, un élève qui a redoublé a toutes les chances d'encore redoubler ou d'abandonner carrément l'école avant la fin de sa scolarité. Et donc, quand on met un élève en échec, on sait, en redoublement, quand on fait redoubler un élève, on sait, les études ont démontré, que son avenir est compromis. Et vraiment, il va passer peut-être en secondaire où il sera orienté vers des études plutôt professionnalisantes ou techniques pour un métier manuel, voire sortir sans diplôme. Et l'OCDE a démontré que on envoie cet enfant dans la misère, dans la pauvreté. Donc, il ne va pas avoir de boulot correct dans sa vie. Il sera toujours précaire. Vraiment une vie précaire. Et l'OCDE a démontré que pour sortir de la précarité, il faut 6 générations. 6 générations. Autrement dit, je mets un élève, je fais redoubler aujourd'hui un élève, eh bien, je condamne déjà son enfant, et ce gosse n'a que 10 ans, je condamne son enfant qui n'est pas encore né, qui naîtra que dans 20 ou 30 ans, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, et ainsi sur 5 générations suivantes, en espérant qu'au bout de 5 générations, ses descendants sortiront de la précarité. Donc, c'est vraiment de la maltraitance. Vous nous bousculez beaucoup, monsieur Kuhn. J'aime ça. Non, mais vous êtes vraiment incroyable. Et là, vous avez parlé de quelque chose d'important. Les notes, vous avez aussi arrêté d'en mettre. Ah oui. Mais là, je veux dire. Mais je suis pas le seul, il y a plein de gens. On a plein de collègues qui ne mettent pas de notes. Il y a des systèmes scolaires qui n'en mettent pas. Donc, moi, je suis dans un système scolaire qui en mettait, dans une école où il faut mettre des points d'os pour un bulletin, et du jour au lendemain, j'ai arrêté, sans en parler à personne. Ça a été un choc, quand même, dans l'école. Vous vous êtes pas fait mettre dehors, là, clairement. Alors, il faut dire que je mettais quand même tous les atouts de mon côté. Je suis en Belgique, quand on est instituteur et qu'on est nommé dans sa fonction, on est indéboulonnable. Donc, j'avais quand même quelques années de vol derrière moi. J'avais quelques années de plus que le directeur de l'école et plus d'expérience que lui. Et j'étais délégué syndical. Donc, j'étais capable de me défendre.
Et donc, je connaissais les textes, les décrets, et c'est toujours ça qui m'a permis d'avancer sur mon chemin, parce que quand on connaît les textes et les décrets, on sait se défendre. Mais attendez un peu là. Là, vous décidez demain matin que les notes, c'est terminé. Vous avez vous avez sûrement lâché une grosse bombe là, dans votre milieu. Mais les parents dans tout ça, ça va? Alors les parents, en fait, il a fallu, c'est les seuls que j'ai dû convaincre, sont les parents. Mes collègues à la direction, je n'ai même pas cherché à les convaincre, parce que je suis dans ma classe, j'ai mon autonomie et je suis responsable de la pédagogie de ma classe, donc je mets ce que je veux en place dans ma classe. Mais les parents, c'est clair, et quand je leur ai annoncé ça, ils étaient un peu, ils étaient assis sur leur chaise en se demandant où est-ce qu'on est tombé. Et donc, il a fallu expliquer, en fait, à quoi servaient les notes. Il faut faire de la pédagogie, il n'y a rien à faire, c'est notre métier. Les notes, en fait, ça sert à rien. Et la docimologie l'a démontré, hein, la docimologie qui fait aussi au moins une centaine d'années qu'il y a des études en docimologie qui ont démontré qu'il est totalement impossible d'évaluer avec des points. Totalement impossible. Oui, une colonne de 10 calculs, on sait calculer sur 10, il y a 3 fautes, ça fait 7 sur 10. Mais évaluer une dictée, évaluer une compétence. Oui, c'est ça. À savoir, même, on s'est rendu compte, et les études l'ont largement démontré, que d'année en année, un même correcteur corrigera les mêmes feuilles de manière différente. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences. Hein. Un type qui avait, je ne sais plus très bien dans quelle branche c'était, il avait corrigé un paquet de feuilles, c'était en secondaire. Il avait mis une partie d'élèves en échec, à peu près la moitié de sa classe en échec. Et l'autre moitié avait réussi. 3 ans après, on lui fait recorriger les mêmes feuilles, des mêmes élèves. Eh bien, la moitié des élèves qu'il avait mis en échec 3 ans avant avaient réussi dans la deuxième correction. Et la moitié de ceux qu'il avait mis en réussite étaient en échec pour sa deuxième correction. Donc, on ne sait nous-mêmes pas corriger nos propres élèves de manière, logique, d'année en année. Et constante. Et constante. Et même dans un paquet de feuilles, on sait bien que selon l'humeur, selon les points des élèves précédents, on va modifier sa cotation de façon à obtenir une moyenne qui correspond plus ou moins à ce que veut l'école. Et donc, on va évaluer aussi en fonction, on va établir les questions d'examen en fonction d'un besoin ou non de mettre des élèves en échec, ou de vengeance. On sait bien que la cotation, elle sert aussi à se venger pour des élèves chahuteurs, par exemple. C'est connu. Donc, la cotation ne servant à rien, la cotation chiffrée ne servant à rien, il fallait trouver un autre système d'évaluation. Et ça existe, un système d'évaluation qui évalue autrement. Donc, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Hein. Il suffit d'aller voir ce qui existe en pédagogie dans certaines pédagogies, dans certaines écoles, que pour se dire, ben voilà, il y a des choses quand même qui sont plus faciles à mettre en place et qui, permettent aux élèves d'apprendre. Parce que les points, ça interdit d'apprendre. À partir du moment où on est en échec, où les points ne sont pas bons, parce que disent les parents quand ils déposent leur enfant sur le pas de l'école le matin, ils disent « Travaille bien et ramène-moi de bonnes notes ». Hein? Et donc, le quête, les enfants, ils ont la pression sur les épaules de la part des parents, hein, qui veulent que leur enfant réussisse, c'est tout à fait à leur honneur, mais qui malheureusement mettent la pression à un endroit où il faut peut-être pas la mettre. Et l'institutrice ou l'instituteur ou le professeur qui lui va aussi mettre ses points et va les juger, les mettre en compétition, parce que c'est ça les points, c'est mettre des gosses en compétition pour pratiquer une sélection. C'est-à-dire que dans certaines écoles, le redoublement, c'est une habitude. En secondaire, dans l'école où j'étais, il faut savoir qu'il y avait 6 classes en première année de secondaire. Et à la fin des secondaires, il n'y a plus que 2 classes. Ça veut dire que sur 6 ans, on a éliminé 4 classes d'élèves, c'est-à-dire 100 gosses. Sur les 152 départ, on en a éliminé 100, redoublés ou orientés. Donc, éliminés de l'école. Donc, les professeurs de secondaire ont pour mission de pratiquer la sélection.
On sait bien que l'année prochaine, il y a une classe en moins. Donc, sur les 100 qu'il y a pour l'instant, il faut en éliminer 25. Comment est-ce qu'on fait? Par les points, par la compétition et la sélection. Et donc, sans tenir compte de l'enfant lui-même, de ses difficultés ou de ses potentialités, on va les mettre en compétition. Donc, on va augmenter les attentes, rendre plus difficiles les questions d'examen, de façon à être bien sûr d'avoir pu pratiquer la bonne sélection. Mais le fait de ne pas avoir mis de notes, ça fait quand même un clash entre quand vos élèves, ceux qui arrivent, et après. Parce que là, j'imagine que le avant et le après, les profs mettaient des notes. Ah oui, avant et après, ils mettent des notes. Oui, tout à fait. Mais là, mais je veux dire qu'après 2 ans, les parents à 80, 85%, peut-être même 90% sont adeptes du code couleur, de l'évaluation non cotée. Et donc, au départ, ils ont un peu difficile parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas eu ça dans leur cursus scolaire. Et c'est quelque chose de nouveau. Mais il y en a qui se renseignent sur Internet, qui vont lire, et puis ils voient le bonheur de leur enfant, ils voient comment leur enfant évolue. Et non seulement l'évaluation que je faisais, c'était des points, mais pardon, c'était pas des points, c'était des couleurs, mais je leur expliquais les difficultés des élèves. Moi, mes bulletins, c'était pas simplement mathématiques, je sais pas moi, 62%. On faisait les détails de toutes les compétences, je mettais les couleurs pour chaque compétence, et puis je prenais du temps pour expliquer pourquoi telle difficulté a été rencontrée, ce qu'on a mis en place pour y remédier, ce qu'on va mettre à l'avenir encore en place pour améliorer tout ça. Et donc les parents, ils ont des pages et des pages à lire à chaque bulletin. Hein. Donc ils ont 2 pages avec toutes les compétences, tout le savoir appris et les couleurs, sans explication. Et puis ils ont au minimum 2 autres pages de textes serrés qui expliquent tout ce qui s'est passé pour le gosse en mathématiques, en français, en éveil, en toutes les branches que je donne, mais aussi en comportement et dans l'équipe de coopération. Comment ça se passe dans l'équipe de coopération? Et donc tout ça, les parents sont parfaitement au courant. Et quand ils ont pris le temps de lire tout ça, ben ils ont compris beaucoup mieux ce qui se passe en classe qu'à 62%. Hein. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup de boulot pour vous, quand même, de tout noter, de tout écrire, parce que c'est toujours bien plus facile de mettre 62 que d'écrire 4 pages par enfant. Oui, mais enfin bon, c'est jamais qu'au bulletin que je fais ça, et c'est 4 fois par an. Donc ça me prend une semaine. Toutes mes soirées d'une semaine. Mais un instituteur, en Flandre, chez nous, ils avaient fait le calcul, un instituteur, ça bossait en général 40 heures semaine, 42 heures en général, et si on supprimait les vacances, ça revenait à une moyenne de 48 heures semaine. Donc je me dis, j'étais pas loin, hein, c'était pas très loin. Donc ça fait partie du boulot, et je donne ce temps-là avec plaisir parce que ça va me permettre moi de continuer de suivre mes élèves plus facilement et d'avoir voilà des enfants plus motivés et des parents qui sont rassurés. Oui, parce que j'imagine que le temps que vous mettiez à faire le bulletin, vous le gagnez après, les semaines après. Tout le monde savait, tout le monde était au courant de tout. Et c'était beaucoup plus simple pour tout le monde. Quand les parents sont derrière vous et comprennent les difficultés de l'élève, on n'a pas besoin de se battre. Là. Oui, d'autant plus que certains bulletins, j'en mettais aux parents en main propre. Donc, on avait une discussion. Oui. Je leur expliquais en plus de tout ce qui... Souvent, je leur disais, vous lirez à la maison, mais je vous l'explique avant. Hein, parce qu'il y a beaucoup... Si je vais tout lire avec eux, j'aurais passé des nuits et des nuits. Mais voilà, je leur expliquais rapidement, ils posaient la question, on avait un débat... qui durait un quart d'heure, hein, c'était pas beaucoup, un quart d'heure, mais c'était toujours ça. À la maison, ils lisaient, ils approfondissaient ce que j'avais dit en réunion de parents. Mais ils avaient toujours mon numéro de téléphone pour me téléphoner s'il y avait un problème, ou m'envoyer un petit message sur WhatsApp en disant on n'a pas très bien compris ça. Et ça, c'était important, cette relation avec les parents.
Vous mettez beaucoup d'énergie là-dessus? Ah oui, la relation avec les parents, c'est essentiel. Vraiment, vraiment. Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de profs qui pensent que c'est pas important, que les parents sont plutôt un frein à notre travail, ils se mêlent toujours de nos affaires, ils pensent qu'ils sont compétents en éducation parce qu'ils sont allés à l'école une vingtaine d'années. Pour vous, c'était important là, de prendre du temps pour s'asseoir avec eux. Mais d'abord, ils ne mettent pas leur nez dans mes affaires parce que tout simplement, ils ont mon numéro de téléphone. Donc, ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas inquiets. Ils savent qu'ils envoient un SMS et je réponds par SMS ou qu'ils me téléphonent. Je recevais un coup de fil par semaine, hein, maximum. Et des SMS, j'en avais 3-4. C'était répondre à un SMS, c'est vite fait. Répondre à un coup de fil, ça prend pas nécessairement une demi-heure, hein, ça peut prendre 3 minutes, 5 minutes. Et souvent, quand je recevais un SMS, je dis je préfère répondre par téléphone, donc je téléphonais aux parents pour leur expliquer, expliquer la question qu'ils posaient, répondre à la question, pour les tranquilliser ou pour dire écoutez, vous tracassez pas, je verrai ça demain avec votre enfant et je vous tiendrai au courant. Mais donc c'est des partenaires les parents. On n'est pas en compétition avec eux. Hein. D'abord, c'est leurs enfants. C'est moi qui ai des comptes à leur rendre. C'est pas eux qui en ont à me rendre. Et donc, et nous devons travailler en commun. Et donc, eux sont sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais moi, je suis aussi éducateur de leurs enfants. Je suis pas qu'instituteur. Hein, c'est le droit à l'éducation. Hein, la Convention des droits de l'enfant dit bien le droit à l'éducation, pas le droit à l'école. Droit à l'éducation. Donc, je suis un éducateur comme eux. Donc, je dois éduquer leurs enfants avec eux, et on doit être évidemment, sur la même longueur d'onde, sinon ça va pas du tout aller. C'est important d'avoir ces relations, et en plus, vraiment, on se connaît mieux. Je veux dire, on se connaît mieux, on s'apprécie. Je crois qu'ils appréciaient aussi cette façon-là de communiquer avec moi. Et quand on se rencontrait, on avait une autre relation que des gens qu'on voit 2 fois par an sur le pas de la porte ou sur le trottoir de l'école. Il y a une relation qui s'est établie, là, puis c'est beaucoup... des années, hein. C'est beaucoup plus facile après. Hein. Oui, tout à fait. Dans une entrevue, vous invitez les profs à ne pas aller au salon du personnel ou des profs. Pourquoi donc? Parce que c'est dans cet endroit-là que règne la doxa de l'école. La doxa, c'est un ensemble de croyances infondées qui règnent dans les écoles. Nous, on est champions en communauté française de Belgique pour ça. Hein. Le redoublement est efficace. Hein. Il faut mettre des devoirs. Un bon prof, c'est quelqu'un qui a des redoublements, qui ne met pas tous les élèves en réussite, mais qui a des échecs. Les parents sont des missionnaires, les enfants sont rois, etc. Ça, c'est vraiment la doxa, c'est ces croyances infondées. Et quand on sort de l'école normale, j'ai remarqué ça, des jeunes collègues qui arrivaient à l'école, qui étaient plein d'idéaux. Quand ils avaient passé un peu de temps dans la salle des profs, eh bien, ils devenaient un peu comme tout le monde. Ils râlaient sur les parents, ils râlaient sur les élèves. J'ai purée. Moi, j'ai essayé je représentant du personnel, hein, donc je suis délégué syndical, donc j'ai intérêt à avoir de bons rapports avec mes collègues, mais j'essayais d'éviter la salle des profs au maximum parce que d'entendre ça, moi, ça me décourageait. Je me disais, pas possible d'être encore au XXIe siècle et de pouvoir penser que les parents sont des missionnaires. Enfin, les parents sont les premiers à être soucieux de leurs enfants. Et s'ils ne viennent pas à l'école, c'est parce que l'école ne leur ouvre pas la porte. Parce que ils sont persona non grata. Hein. Et souvent, comme vous disiez, ce sont des gens qu'on considère comme étant des emmerdeurs ou des gens qui soi-disant, en savent plus que nous. Je pense que d'abord, ils ont le droit d'avoir leur avis et que nous sommes là aussi pour faire de la pédagogie et dire voilà ce que vous pensez, c'est pas tout à fait exact. Voilà ce qui se passe en réalité dans les classes et comment on enseigne. C'est aussi de la pédagogie. Et donc, la salle des profs, je pense que c'est un lieu où il ne faut pas mettre, en tout cas, des jeunes enseignants. J'avais lu une étude qui avait été faite dans les hautes écoles en Belgique, sur justement les écoles qui formaient les instituteurs et les institutrices, et même les régions, donc en secondaire, sur le redoublement. Et sur donc la perception qu'ils ont du redoublement. Et donc, quand ils rentraient en haute école, quand ils commençaient leurs études, on avait fait des statistiques, 20% des étudiants étaient contre le redoublement. Ça veut dire que 80 estimaient qu'il était efficace. Ben oui. Et donc, la haute école a travaillé ça pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, ça a été complètement inversé.
c'était vraiment 80% des étudiants disaient « je suis contre le redoublement ». Et 20 étaient encore irréductibles, disaient « ça peut servir parfois », enfin, etc. Et puis on les a retestés 3 ans après. Après 3 ans de carrière, ils ont été donc dans les classes, ils ont pris leurs fonctions, et on les a réinterrogés 3 ans après. Eh bien, ils étaient revenus à l'idée de départ. 20% étaient contre le redoublement et de nouveau 80% étaient pour le redoublement. Et donc, cette salle des profs, eh bien, je vais vous dire qu'il faut l'éviter à fond la caisse parce que quand on est jeune enseignant, en tout cas, moi, je restais dans ma classe d'abord pour ma santé mentale, hein, j'en avais besoin par moment, et puis aussi parce que c'est un lieu de socialisation, la récréation pour les élèves. Alors, moi, j'aurais toujours laissé le choix entre la cour de récréation et la classe. Ils peuvent rester en classe, ils ont envie. Mais seulement s'ils restent en classe, je suis responsable aussi d'eux. Et donc, s'il arrive un accident, je dois être présent. C'est pour ça que moi, en classe, pendant la récréation, ben, je corrige, je prépare des cours, je m'occupe. Mais eux, ils restent dans la classe et se socialisent entre eux. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils s'assoient par terre, ils mangent leur collation, ils jouent parfois à la corde en classe, ils sautent à la corde en classe, c'est très bien. Ou ils se mettent sur un banc, ils regardent par la cour ceux qui jouent au foot, par la fenêtre ceux qui jouent au foot. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent aller aux toilettes quand ils veulent, tout ça. Et donc, c'était quand même plus intéressant. Et j'ai découvert mes élèves autrement pendant les périodes de récréation. C'est important de voir ces élèves à d'autres moments que sur un banc, ou une table, en train de travailler, en train d'apprendre. Mais non, de les voir quand même quand ils sont entre eux, et de voir comment ils communiquent entre eux, ceux qui sont exclus. Hein, j'avais un petit enfant avec un autisme, que moi je suspectais être un trouble autistique. Et donc, je voyais qu'il était fort à l'écart. Donc, j'ai pu mettre des choses en place pour essayer de l'intégrer. Ensuite, pour convaincre les parents de faire les tests, et ça s'est confirmé. J'avais bien vu. Cet enfant, maintenant, je ne l'ai plus dans ma classe, mais la maman m'a envoyé le résultat du test, ce qu'elle ne devrait pas faire parce que c'est personnel. Mais enfin, bon, elle l'a fait. Ça confirme bien. Et donc, j'avais mis des choses en place pour que cet enfant ne soit plus ostracisé dans la classe et que d'autres camarades jouent avec lui, s'occupent aussi de lui et ne le laisse pas à l'écart. C'est vrai que quand il y a un petit groupe qui reste dans la classe, là, il y a des bons moments qui peuvent se passer. De temps en temps, comme les élèves, comme les autres élèves ne sont pas là, on dirait qu'ils sont plus à l'aise de se confier, hein, puis ils nous disent des choses que ah oui, lui a dit ça, tel a fait ci, tel a fait ça. On est à même d'intervenir autrement, en fait. On a une autre relation parce que parfois je ne travaillais pas évidemment, donc on discutait, soit on chantait parce qu'on chantait beaucoup dans ma classe, ou on mettait une vidéo, des choses comme ça, et ils regardaient. Et voilà, on c'était de bons moments, mais ils pouvaient choisir. Hein, c'est eux qui choisissaient s'ils restaient en classe ou s'ils allaient à la cour. Donc il y a des moments où j'avais 26 élèves dans ma classe, personne n'allait à la cour. Donc ça faisait parfois, c'était intéressant parce que finalement la classe n'était pas extensible, on se mettait par terre, se mettait sur les tables, et ça y est, de toute façon, toujours autrement. Ils occupaient la classe toujours autrement, qu'assis à leur table, et ils trouvaient une autre façon. Il fallait vraiment, pour eux, faire la pause et dire c'est la récréation, on profite, on s'amuse, voilà. Je gérais juste un peu le boucan, mais c'était tout. Ouais. 2 dernières petites questions, M. Kounen. La première, vous sentez être un homme très humain, hein, c'est l'inclusion, penser à tous et tout ça. Mais il y a un programme à suivre, il y a un programme à passer. Comment vous êtes capable de gérer tout ça? Parce que certains profs pourraient dire, ben écoute, là s'il n'est pas capable de faire ça dans ce temps-là, c'est non, c'est fini, c'est terminé. Il y a un programme, M. Kounen, il y a un programme. Oui, je pense d'abord qu'on ne doit pas se focaliser sur un programme. Le programme, on y arrive toujours. Un instant. Recommencez votre phrase, s'il vous plaît. On ne doit pas se focaliser sur le programme. J'adore ça. On y arrive toujours, à condition de mettre les choses en place. Donc, encore des études, parce que c'est intéressant, les études. Les enseignants, chez nous, en communauté française de Belgique, ils se forment pas beaucoup, ils vont pas voir les études. Mais on a fait des études sur les évaluations. Et on s'est rendu compte qu'à l'école fondamentale, l'école primaire, les évaluations, sur une année, pouvaient prendre 40% du temps. 40%.
et en secondaire, jusque 60% du temps. Mais qu'est-ce qui reste du temps pour enseigner? Qu'est-ce qu'on fait? Et pour vivre avec l'élève. Et donc, si on supprime toutes ces évaluations, parce que moi, je faisais des évaluations formatives, donc j'évaluais toujours. Cette histoire de mettre des couleurs sur les feuilles, c'était l'évaluation, hein. C'est-à-dire, quand ils venaient m'apporter leurs feuilles, ben, je disais, ça acquis, paf, je mettais du vert, et c'était terminé. Je ne faisais pas un examen après, je faisais pas une évaluation le lendemain, il n'y a pas de devoir, pas de leçon, donc je ne faisais pas des évaluations le lendemain. Ils avaient acquis la veille, il n'y a pas de raison de perdre du temps à faire une évaluation le lendemain pour leur mettre des points et pour les sélectionner. Et donc, je passais à l'apprentissage suivant. Et donc, j'avais du temps pour les apprentissages. J'étais pas pressé par les apprentissages. Et donc, sur une année scolaire, j'avais du temps pour faire plein de choses. Tous les apprentissages. Et au bout du compte, j'arrivais à revoir le programme sans même m'en rendre compte, hein, en avançant au rythme des gosses, tout simplement, hein, et surtout des plus fragiles. Parce que là, on a le temps. Hein, chez nous, il y a 182 jours de classe sur une année. Imaginez bien que si on fait des évaluations, on retire 40% de ça, eh bien, on gagne quand même pas mal de jours. Et donc, tout ça, c'est donné justement aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, mais ils ont tous des difficultés d'apprentissage à un moment donné. Hein. Même l'enfant qu'on dit surdoué ou à haut potentiel, etc., lui aussi, il a des difficultés d'apprentissage. Il y en a un qui ne sait pas faire ses lacets, ben, c'était un petit gars qui ne savait pas calculer, qui lui apprenait à faire ses lacets. Il était tuteur, il apprenait aussi. Donc, on peut faire tellement de choses. On peut prendre du temps pour nous, on peut faire des conseils de coopération, on peut former les élèves à la citoyenneté, prendre du temps pour les former à la citoyenneté. Il y a eu un problème dans la cour, allez, on laisse tomber le cours de français. On va parler de ce problème-là maintenant, pas ce soir, pas la semaine prochaine, maintenant. On a le temps quand on gère son temps autrement. Vous avez vraiment quelque chose d'important. Puis moi aussi, j'étais comme ça. Là. Moi, je suis plus. J'ai enseigné pendant 18 ans. Je suis maintenant conseiller pédagogique, maintenant à l'intégration des technologies. Puis quand il arrivait une situation, moi aussi, j'arrêtais tout, puis je prenais le temps parce que souvent, c'est des petits problèmes pour nous, mais des gros problèmes pour eux. On s'entend là-dessus. Et prendre le temps de régler ça. Puis je trouve que c'est drôle parce que des fois, les élèves n'étaient plus dans ma classe, puis ils venaient me voir parce qu'ils disaient, ben Pierre, toi, tu les règles nos problèmes, tu sais. C'est ça. Je sais, mais j'ai dit, si je commence à régler tous les problèmes de l'école, ça commence à être, je vais être ici les fins de semaine, mais en même temps, ça me touchait beaucoup parce que ils se disaient, ah ben, tu sais, on va aller voir Pierre, c'est sûr qu'il va prendre le temps de le faire, tu sais. Donc, il y a un sentiment de confiance, tu sais, je veux dire, M. Cohen va prendre le temps de régler ça. Cohen, pardon. Tu sais, on le sait que ça va être réglé. Donc, il y a cette confiance-là qui s'installe. Oui, mais même des années après, même sur Facebook, j'ai des élèves qui ont 30 ans, 40 ans et qui me parlent de leurs problèmes. C'est quelque chose quand même, hein? C'est incroyable. Ah oui. Ah, mais je crois que c'est le plus beau métier du monde. Je suis convaincu que c'est le plus beau métier du monde. Quand on y met tout son cœur, c'est le plus beau métier du monde. Dernière question. Vous semblez être un électron libre, vous l'avez dit, vous êtes un mouton noir. Comment vous avez fait pour passer à travers 44 ans de carrière sans vouloir décrocher et tenir à vos convictions comme vous aviez là? Je suis un peu têtu. Hein. Je suis têtu. On n'avait pas remarqué. Et au plus on me critique, au plus je dis, mais purée les gars, je vais vous montrer que j'ai raison. Et ça a toujours été. Et au début, c'était compliqué, évidemment, parce que j'étais jeune. Mes collègues étaient chevronnés, surtout ceux qui recevaient mes élèves et qui me disaient, Eddie, tu vas pas me donner ça dans ma classe l'année prochaine. Ça, c'est un enfant. Hein. Oui. Tu vas pas me donner ça. Il sait pas faire telle opération ou ceci ou cela. Je dis oui, il y a des difficultés. J'ai porté 2 ans. Ben, tu le porteras 2 ans quand même. Point à la ligne. Et donc, c'était comme ça. À un moment donné, ils ont commencé à en avoir marre de me faire d'être sur mon dos parce que je répondais, je m'en foutais finalement. Donc, ils m'ont foutu la paix. Il y a qu'au changement de direction que les nouvelles directions viennent se dire c'est quoi ce pays ici? Ce pays en bruxellois, ça veut dire ce type. Hein. Qu'est-ce qui est, et alors, il me disait, écoute, d'abord, c'était pas des pédagogues, les directions d'école.
Hein, il me disait, tu fais une expérience pédagogique à titre personnel. Autrement dit, nous, on n'en a rien à faire, mais on va pas t'empêcher de la faire. Dans ta classe, tu es maître, tu fais ce que tu veux. Ça ne va pas à l'encontre du projet pédagogique de l'école, donc on ne peut rien te dire. Et voilà. Et puis, j'ai quand même j'ai appris à connaître mes droits. Hein, quand le directeur, le dernier directeur qui est venu après 2-3 ans de fonction, il m'a pris à part, il me dit, Jean-Pierre, je voudrais bien qu'on discute. Tes collègues estiment que tu ne donnes pas de devoirs, et tu ne donnes pas assez de devoirs. En fait, je n'en ai pas du tout. Hein. Tu ne donnais pas assez de devoirs, il faudrait qu'on en parle. Je dis, bah d'accord, il n'y a pas de problème. Hein, on prend le décret. Il y a une circulaire en communauté française de Belgique qui régit les travaux à domicile. Je dis, on la prend et on discute autour. Eh bien, ça fait 20 ans que j'attends la discussion. Voilà, quand on connaît ses droits, c'est ça. On peut avancer. Et en fait, je pense qu'il faut les connaître pour le bien des enfants, parce que tout ce que j'ai mis en place, c'était pour moi, bien sûr, parce que au début de ma carrière, je vivais très très mal le fait que je mettais des gosses en échec, mais c'était surtout pour eux. C'était pour avoir des gosses heureux autour de moi. Et donc, je me suis battu pour eux. Je ne me suis pas battu que pour moi. Je me suis surtout battu pour eux. Voilà, il n'était pas question que je les laisse tomber. La pédagogie de la coopération, ça marche formidablement. Le tutorat, c'est magique dans une classe. Le fait d'avoir une classe inclusive qui permette justement à tous et à toutes d'apprendre, d'avoir les outils, d'avoir tous les outils nécessaires et toutes les aides nécessaires par rapport à quelques difficultés qu'on puisse rencontrer dans sa carrière d'étudiant. Eh bien, c'est formidable, c'est magique, c'est vraiment un plaisir pour tout le monde, et donc je ne pouvais pas la laisser tomber, donc j'ai tenu le coup. Voilà, tout simplement. Vous êtes à la retraite maintenant, vous vouez toujours votre vie à la Ligue des droits? Ah oui, écoutez, j'ai fait je suis quand même quand je retourne en arrière, la Ligue des droits de l'enfant, je l'ai créée moi-même. Enfin, j'ai créé à la Ligue des droits de l'homme en Belgique, qui n'en a pas voulu. Qui ont dit la Convention des droits de l'enfant, c'est du pipeau, c'est tout dans la Déclaration universelle. Vous vous trompez, les enfants ont des besoins spécifiques et ils ont le droit à avoir des droits défendus. Donc, et ils ont dit on n'en veut pas. Enfin, j'ai dit c'est pas grave, je me casse et je vais créer ça avec d'autres de la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs. On crée une association qui s'appellera la Ligue des droits de l'enfant. Et donc j'ai créé ça il y a 27 ans. Eh bien, tant que je serai debout, je continuerai à porter ce combat, et pas qu'au niveau de l'école, hein, mais l'école étant, chez nous en tout cas, le lieu où tous les enfants sont obligés d'aller jusqu'à 18 ans, et c'est aussi le lieu où il y a le plus de discrimination et de plus d'injustice, où les droits sont le moins respectés. L'école est productrice d'inégalités, et donc surtout ce qu'on vient du milieu défavorisé. Au plus on est d'un milieu socialement défavorisé, au plus on a des chances de redoubler, d'être orienté et d'avoir un autre futur comme diplôme à la fin de ses études. Et donc, oui, donc le combat devrait être encore porté, et le monde de l'école, c'est clair que je vais l'investir encore très longtemps. Vous avez jamais pensé partir votre propre école? Est-ce que c'est trop compliqué en Belgique ou? Ah non, j'ai lancé un projet de construction d'école, donc on a créé une SBL avec d'autres personnes qui s'appelle l'école de tous. Les premières écoles verront le jour dans 3 ans, je pense. Il faut les construire, hein, donc il faut du temps pour les construire. Et donc, ça devrait être en 2024. 2023-2024, il y aura des écoles qui seront des écoles inclusives. Mais qui finance ça? Alors, il y a une école qui sera une école communale qui dépendra d'une commune à Bruxelles. Et alors, une école qui sera, parce que chez nous, il y a des réseaux d'écoles, et donc il y a le réseau officiel, on va dire celui de la communauté française de Belgique, qui a demandé que une de ces écoles à elle, qu'elle finance elle-même, hein, c'est la communauté française qui finance toutes les écoles. À partir du moment où les écoles sont reconnues par la communauté française, elles adhèrent à un réseau, elles sont financées, les enseignants sont payés. Wow.
Oui, oui, c'est comme ça. Chez nous, il y a eu un pacte en 1958 qui justement permettait à toutes les écoles de bénéficier de cela. Et donc, voilà. Donc, ce sont des écoles, je veux dire, des écoles qui sont commandées par des réseaux, quoi. Donc, mais qui vont fonctionner de manière inclusive, avec un tronc commun sans redoublement, avec des enfants qui ont toutes les déficiences et toutes les difficultés possibles, qui seront parfaitement accueillis dans l'école. Wow. Alors, Monsieur Coonan, je vous remercie beaucoup de votre temps. Ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Je vais être obligé de couper ça pour l'émission de dimanche, mais je vais donner accès à toute cette belle entrevue à tous plus tard, là, parce que c'est vraiment incroyable. Vous êtes, je vous admire énormément, Monsieur Coonan. Non, mais le fait d'avoir tenu le cap, ça mérite un prix, là. Vous devriez avoir un prix pour ça. Ah non, je pense que mes élèves me l'ont donné, vous savez. Ah, ça, c'est la réponse, là. Merci beaucoup, M. Coonan. Puis Avec plaisir. Je vous souhaite encore beaucoup de belles choses. Vous avez beaucoup de projets en avant de vous, là. Alors, merci pour cette entrevue. Vous êtes gentil. Voilà, eh bien, merci à vous en tout cas. Au revoir. Bye bye.